bonjour à tous. On va commencer. Vous nous entendez bien? C'est bon. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Duchesne, je suis spécialiste de la gamme Entra chez Microsoft France. Et Jérôme Cardiles, donc architecte au Fast Track. Alors, l'objectif de cette session, c'est de faire un focus sur les nouveautés de la gamme Entra. On va parler notamment d'un composant qui s'appelle Entra Suite, qui a été lancé au début de l'été. Mais notre intention, c'est aussi de vous montrer des scénarios d'usage. On a pas mal de démos préparées pour rendre ça un petit peu vivant et pas vous inonder de slides, chose qu'on sait très bien faire chez Microsoft. Les slides sont pour la plupart en anglais, parce qu'il y a quelques anglophones dans l'audience, donc on a gardé ça en anglais. Mais vous avez, enfin, il y a quelques traductions qui peuvent être un petit peu malvenues. Alors, la gamme Entra, la famille Entra, vous la connaissez déjà en grande partie. Donc, le principe, c'est de prendre en fait toutes les entités que vous voyez à gauche ici sur cet écran. Donc, ça peut être des salariés, qui soient des salariés de première ligne, des information workers, des salariés qui vont travailler en mobilité, donc tout type de salariés, de toutes les localisations, ça peut être à la maison comme en temps de Covid, ça peut être sur des sites distants, ça peut être en mobilité chez le client, ou ça peut être sur le site de l'entreprise, toutes les plateformes. Ce qu'on va voir là tout à l'heure couvre toutes les plateformes, donc ce n'est pas que l'écosystème Microsoft sur Windows. Évidemment, l'intention, c'est de pouvoir tout couvrir, y compris Linux, on dira un mot. Et puis tout type de device, des devices personnels, des devices corporate. On peut avoir des scénarios dits de bring your own device, où on permet des choses intéressantes sur ce type de device. Et en fait, Entra, son métier, ça va être de contrôler l'accès de ces entités-là vers les ressources de l'entreprise. Et donc ces ressources, elles peuvent être de différentes natures. Donc ça peut être des ressources applications SaaS, des clouds d'infrastructure, l'écosystème Microsoft évidemment, mais aussi tout type d'applications, y compris des applications on-prem. Et donc là, il y a la question de comment on donne de la connectivité aux applications on-prem, et on verra comment on peut y répondre de façon intéressante avec l'offre Entra. Je passe rapidement sur les slides. Voilà, on ne nous force pas chez Microsoft à les présenter, mais on va aller vite là-dessus pour se concentrer sur les démos. Alors, si on devait découper la gamme Entra aujourd'hui, en gros, il y a 3 gammes dans le portefeuille Seabird chez Microsoft. La gamme Defender pour tout ce qui est détection de menaces et réponse à incidents. La gamme PureView pour tout ce qui est gouvernance et protection de la donnée. Et la gamme Entra pour tout ce qui va être lié à la gestion des accès. Donc on va retrouver dans cette gamme le pilier du Zero Trust, hein, c'est notre plateforme d'IAM, vous la connaissez, c'est Entra ID, ex-Azure AD. On va retrouver des composants liés au cloud au sens infrastructure, donc du KIEM pour faire de la gestion de permissions dans Azure, GCP, AWS. Les identités liées à des workloads, ça aussi c'est du spécifique, on ne va pas le couvrir aujourd'hui. On a tout ce qui va être lié au monde, à la collaboration externe, donc les scénarios liés à des partenaires, donc les scénarios B2B, les scénarios liés à vos clients, donc des scénarios B2C. On va toucher ça du doigt un petit peu, mais ce n'est pas le focus aujourd'hui. Donc nous, on veut se focaliser en fait sur un ensemble de produits qui sont dans ce pilier autour de la sécurisation des accès de vos employés. Donc ces composants, vous avez des noms de produits. Hein. On ne va pas se focaliser trop sur les noms de produits, on va plutôt parler de cas d'usage pour être plus parlant. Mais ces noms de produits, on va retrouver des éléments relativement nouveaux. Donc Entra ID Governance, c'est un composant qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus d'1 an et qui marche très bien. Private Access, ça c'est quelque chose qui est sorti en GA en juillet dernier. Et c'est aussi un composant sur lequel on a beaucoup, quand je dis qu'il marche très bien, c'est qu'on a beaucoup de sollicitations de nos clients sur le sujet. Donc Private Access, on le verra, une alternative au VPN. Internet Access, solution de Secure Web Gateway. La partie de protection des identités que vous connaissez peut-être avec le risque et toute la gestion de l'accès conditionnel via le risque. Et la partie Verified ID, on reviendra dessus dans une seconde. Et donc en fait l'idée c'est de vous proposer l'ensemble de ces solutions dans une suite qu'on appelle Entra Suite à un prix qui est compétitif. Si en gros vous avez 2 composants dans la suite qui vous intéressent, la suite coûte moins cher que de prendre ces 2 composants individuels. Donc ça c'est l'approche. L'idée c'est de proposer quelque chose qui soit encore une fois assez agressif d'un point de vue prix par rapport à ce qui se fait aussi chez la concurrence. Parce que on le sait, typiquement sur ces briques-là et ces briques-là, on est nouvel acteur sur le marché, donc on a encore nos preuves à faire. Donc voilà, donc si on doit découper ça sous une autre forme, dans un scénario un peu plus orienté utilisateur, Jérôme?
avec donc les différents scénarios d'usage pour gérer le cycle de vie des utilisateurs, à commencer par l'onboarding des utilisateurs, ensuite la gouvernance des accès tout au long du cycle de vie de l'utilisateur, qu'ils soient mutés à l'intérieur de différentes structures de la société ou qu'ils partent de la société, avec la mise en place de workflows spécifiques dont on pourra découper le détail un petit peu plus tard. Et puis la partie Private Access qui va s'occuper de donner accès directement aux ressources. Une fois qu'on aura contrôlé l'identité et les permissions, donner un canal sécurisé pour accéder aux applications, quel que soit leur type, qu'elles soient on-prem, localisées dans un cloud public, ou directement des ressources publiques, des sites web, ou même les applications Office 365. Merci. Avec la première partie qui est l'onboarding des utilisateurs, donc directement dans Entra, ça s'applique à la fois aux employés mais également aux utilisateurs externes, avec un certain nombre de connecteurs, peut-être on peut voir la suite. Voilà, avec donc la capacité de programmer différentes tâches dès l'arrivée de l'utilisateur pour préparer ses attributs, lui affecter une adresse email, potentiellement lui attribuer déjà des ressources en le plaçant membre de certains groupes de sécurité. On a accès évidemment au Logic App, Azure Logic App, pour créer des workflows propriétaires. Et on peut évidemment personnaliser les emails de notification. À noter que l'onboarding des utilisateurs peut se faire à partir de solutions tierces, que ce soit des connecteurs spécifiquement créés pour certains systèmes SIRH ou directement une API qui est libre d'utilisation pour vos propres systèmes. Alors on a aussi la partie Verified ID. Est-ce que vous êtes, combien parmi vous connaissent Entra Verified ID? À main levée. Ah, vous êtes quand même assez nombreux. Pour l'anecdote, c'est une solution qui est en incubation chez nous depuis déjà quelques temps. J'avais présenté cette solution-là pendant la première édition d'Identity Days, donc il y a déjà quelques temps. Donc il y a eu du chemin parcouru depuis, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les usages autour de ces solutions sont encore assez peu nombreux. Donc un petit rappel par rapport à ça. L'idée, en fait, c'est de pouvoir prouver des éléments d'identité de façon conviviale et sécurisée. Donc le principe, c'est qu'on va s'adresser à une autorité d'un côté, qui va jouer le rôle d'émetteur de cette identité vérifiable. En tant qu'utilisateur, on va venir stocker cette identité dans un wallet. Donc nous, on propose comme wallet Microsoft Authenticator, que vous connaissez pour la partie MFA, mais qui peut être aussi utilisé comme wallet d'identité vérifiable. Et ensuite, on va présenter ces éléments d'identité à un tiers qui aurait besoin de la vérifier. Donc le scénario, ça peut être, enfin on va en voir là, mais ça peut être je veux prouver que je suis citoyen français avant d'accéder à certaines ressources. Ou je veux prouver que je suis majeur avant de pouvoir me connecter à un site web. Donc tous ces scénarios-là d'identity proofing, sans avoir à donner un scan de son passeport, c'est des choses qu'on va vouloir faciliter avec Verified ID. Et on va le voir, en fait, ça c'est une solution qui est souvent perçue comme complexe à mettre en œuvre parce qu'il faut développer des composants pour émettre, pour vérifier. Et on va le voir, en fait, il y a des cas d'usage qui peuvent être assez simples. Donc, est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre? Donc, première démo préenregistrée, entre guillemets. Donc là, on se met dans un cas de figure. Je suis salarié. En tant que salarié, je peux avoir un accès à des prix discountés sur un site marchand. Donc pour ce faire, comment je vais prouver que je suis salarié à ce site marchand? Donc la première approche traditionnelle, donc là je consulte les trucs, c'est de m'authentifier. Avec un utilisateur, un mot de passe, encore un compte de plus qu'on va devoir gérer, la galère. L'autre option, c'est Verified ID. Je vois un QR code. À droite, vous voyez mon smartphone. Je lance Microsoft Authenticator avec l'authentification protégée par l'iOS. Donc ça, c'est mes authentifications MFA. Je scanne le QR code. Et là, en fait, on me propose de partager des identités vérifiées. J'en ai plusieurs dans mon wallet. Je vais choisir celle de Microsoft. Je prouve que je suis salarié Microsoft. Je partage mon identité vérifiée. Et automatiquement, sur le site internet, ça a été vérifié. Et maintenant, j'ai accès à des prix discountés sur les produits. D'accord? Donc, d'un point de vue technique, il y a plein de choses à regarder, mais d'un point de vue expérience utilisateur, on a proposé là quelque chose qui est bien plus efficace que d'aller créer un compte avec un mot de passe. On reçoit un lien, on clique dessus.
Donc voilà. Donc ça, c'est scénario très simple, plutôt orienté consumer. Maintenant, on va aller sur un scénario un peu plus avancé. Imaginons que tout à l'heure, en rentrant, je perde mon device dans le train et que j'ai besoin de contacter le support pour dire bah, j'ai peut-être des données sensibles, il faut faire quelque chose par rapport à ce device. Je n'ai pas de moyen de prouver facilement que je suis salarié. Voilà. Donc je me connecte sur un portail à partir du PC de Jérôme ou de quelqu'un dans le train. Et là, on va me proposer, en fait, ça c'est un portail, c'est un template, je crois que le code source est partagé. Je vais sur le portail du helpdesk, je dis que j'ai déjà ma carte, je la scanne avec Microsoft Authenticator, et là on va avoir un critère supplémentaire. Donc je choisis comme tout à l'heure l'identité vérifiable que je veux partager, donc je suis salarié Microsoft, et là en plus, comme c'est un accès un peu potentiellement critique, on va me demander une vérification de mon visage. Donc je vais rajouter dessus une reconnaissance faciale. Donc en gros, quelqu'un qui a mon téléphone, mon code PIN, ne sera pas en mesure de pouvoir prouver cette identité-là. Donc on fait ça. Donc ça se fait par comparaison de mon visage par rapport à une image qui est présente dans le système. Une fois qu'on avait ça, en fait, on a vérifié ces éléments-là. On accepte de partager cette identité vérifiable avec l'application. Et là, ce qu'on a, c'est les éléments d'identité vérifiable. Donc mon identité Microsoft, mon nom, mon prénom, et aussi un score associé à ma reconnaissance de visage. Et donc là, dans l'application, on peut prendre une décision en fonction de ce score. Dire, tiens, si le score il est inférieur à 80%, on peut considérer que c'est suspect et on bloque l'accès. D'accord ? Donc ça, c'est un critère supplémentaire, plutôt orienté entreprise, où on va pouvoir contrôler des éléments d'identité de façon sécurisée. Maintenant, comment on met ça en œuvre dans Entra ? Donc on a vu un peu l'expérience utilisateur. Est-ce que c'est compliqué de mettre ça en œuvre dans Entra ? La réponse, vous allez voir, elle est assez simple. On va sur la partie Verified ID, dans votre portail standard Entra. On clique sur, donc là c'est en anglais, mais on clique sur Get Started. On attend une petite minute, normalement un petit peu moins. Voilà, voilà. Avant, c'était un peu plus compliqué que ça. Il y avait des choses à faire dans KeyVault. Et voilà, on a la solution qui est opérationnelle. Donc, on peut aller maintenant créer des identités vérifiables. Donc, on peut en avoir de plusieurs types. Il y a la Verified Employee qui est proposée par défaut, mais on peut en créer d'autres. Le seul prérequis, c'est d'avoir un nom de domaine spécifique associé à votre tenant. Il n'y a rien besoin d'autre. On peut avoir aussi la partie face check. Donc, ça, on rattache ça à une souscription Azure, si on a des besoins pour la facturation, etc. On va pouvoir vérifier, regarder nos credentials, les personnaliser. On peut aller changer les éléments de ce credential, changer le fond, la couleur de la police, rajouter un logo personnalisé. Donc là, on peut, par rapport à vos scénarios métiers, aller créer les credentials dont vous avez besoin et que vous allez vouloir émettre pour vos collaborateurs. Donc vous voyez, super simple. En un clic, c'est quelque chose qu'on a voulu simplifier parce qu'avant, la marche était un peu compliquée à passer. Donc très simple pour l'administrateur. Maintenant, pour l'utilisateur qui veut avoir la même identité que j'avais tout à l'heure sur son smartphone, comment il fait ? Simplement, il va se connecter sur son portail Entra, donc myapps.microsoft.com, qui est le portail d'accès à tous les services liés à Entra. Donc là, je suis connecté avec le compte d'Alex. Je clique sur My Account. Et ici, j'ai un lien qui est apparu, Get My Verified ID. Je clique dessus. Je reçois un QR code que je scanne avec mon smartphone et j'ai mon identité vérifiable dans le wallet. Donc 2 actions qui prennent moins d'1 minute. Vous avez Verified ID qui est opérationnel et utilisable en production. Donc c'est juste pour démystifier la complexité de mise en œuvre. Alors après, vous pouvez imaginer des scénarios métiers très spécifiques où il faut développer des composants d'application qui vont faire des appels API. Là, c'est évidemment plus compliqué. Mais vous l'avez vu, sur un scénario standard, c'est très très simple à mettre en œuvre. Donc, ça, c'est pour l'accueil des collaborateurs. On passe maintenant à la gouvernance des accès. Donc la gouvernance des accès, on a vu initialement l'onboarding des utilisateurs, dans lequel le scénario reconnaissance faciale pourrait aussi être utile. On peut imaginer que le Verified Credential ait été délivré par le service RH lors des entretiens. Et une fois que l'entretien s'est bien terminé et que la personne a été validée, on lui émet un Verified Credential. Et quand il va arriver le premier jour sur son lieu de travail, il va pouvoir prouver son identité, le fait que c'est bien la personne qui est référencée dans le contrat, pour démarrer son process, avoir son laptop, ses accès, son mot de passe, son badge, etc. On aurait validé de bout en bout la cinématique et la reconnaissance de l'utilisateur.
La gouvernance des accès, c'est aussi donc, continuer à donner des accès à différentes ressources pendant la vie de l'utilisateur au sein de la société. Donc s'il est muté, etc., s'il passe d'une division à l'autre, il va automatiquement perdre ses accès sur la division qu'il a quittée pour gagner des accès sur les applicatifs de la division qu'il rejoint. C'est l'automatic granting. Le self-service qui permet aux utilisateurs de faire des demandes de package directement. Le just-in-time qui est le PIM que vous utilisez certainement pour vos comptes d'administration. En tout cas, j'espère que c'est le cas si vous pouvez en bénéficier. La capacité également d'utiliser ce type de process pour donner des accès à des applicatifs limités dans le temps. La recertification qui est très importante pour pouvoir continuer à avoir un niveau de sécurité important tout au long du cycle de vie de l'utilisateur et des applicatifs. Et ce n'est pas parce qu'on a approuvé une fois un utilisateur sur une ressource qu'elle doit conserver son droit définitivement. Bien sûr que non. Donc, un petit exemple qui permet, grâce à ce mécanisme, de donner accès à une application on-premise. Parce que ce n'est pas que les applications cloud qu'on va pouvoir gérer avec Identity Governance, mais c'est aussi l'accès aux ressources cloud, on-premise. Donc, la cinématique, l'utilisateur fait une demande pour accéder via un portail de self-service à une application. Cette demande est acceptée et l'utilisateur obtient directement l'accès à l'applicatif. Tout simplement, son compte a été mis dans un groupe de sécurité qui a été synchronisé on-prem. Et on va donner accès à cet applicatif, quel que soit le lieu dans lequel se trouve l'utilisateur avec son laptop. Et évidemment, grâce à la recertification des accès, on vérifiera dans le temps que cet accès est toujours OK et que c'est toujours valide. Donc la présentation pour faire la demande, alors ça c'est une nouveauté, on peut souscrire à un package d'applicatifs pour soi-même, mais on peut aussi le faire pour un collaborateur. C'est ce qu'on va voir ici avec deux exemples qui s'enchaînent. Donc je suis une utilisatrice et j'ai besoin d'accéder à un groupe de ressources liées à mon rôle. Je suis toujours dans MyApps, je pars de MyApps et je vais aller dans le portail Mes accès, dans lequel va m'être proposé un certain nombre de packages d'accès qui ont été rassemblés pour mon profil et mis à ma disposition. Là, ici, j'ai accès à 3 packages applicatifs différents et je vais demander de souscrire à ce package spécifique. Et là, je vais pouvoir vérifier les ressources qui me seront accréditées, auxquelles je serai accrédité. Je demande l'accès et je dois répondre à un certain nombre de questions qui ont été prédéfinies. Et vous voyez qu'il y a un contrôle de ce que tape l'utilisateur. Si ça ne correspond pas au modèle, ça lui est refusé, notamment pour le code du centre de coût. Évidemment, la demande, elle n'est pas pour des accès infinis, hein, c'est limité dans le temps. On va pouvoir choisir un laps de temps pendant lequel on aura accès à ces applicatifs, la durée maximum étant définie par l'administrateur à la création du package. La demande d'accès est partie. Il se trouve que dans cet exemple, c'est une demande qui doit passer par un approbateur. Donc l'accès ne sera pas délivré directement, mais je vais pouvoir suivre ma demande et vérifier où est-ce que ça en est. En l'occurrence, cette demande, elle est en attente d'un approbateur. La petite nouveauté qu'on voulait montrer cet après-midi, c'est la possibilité donnée à cette utilisatrice de faire la même demande, mais pas pour elle, pour un de ses collaborateurs. Peut-être sur un collaborateur qui est en arrêt maladie, qui va revenir bientôt, qui doit avoir les accès à son retour, ou même pour un collaborateur qui va bientôt arriver parce qu'il vient d'être recruté. Donc vu qu'on a créé son compte dans la phase d'onboarding au préalable, on va le retrouver dans l'annuaire et le manager va pouvoir faire des demandes de provision de package pour cette personne en tant que telle. Là, elle s'est trompée, elle a saisi un utilisateur qui avait déjà accès à ce package, ça elle a bien vérifié, et là, elle va pouvoir choisir le nouveau collaborateur spécifiquement. Elle va pouvoir répondre à ces questions. Vous noterez que les questions, ce n'est pas les mêmes questions que tout à l'heure. Et cette fois-ci, il ne demande pas un accès périodique, mais permanent. Cette demande ne nécessite pas d'approbation. C'est une partie du projet Level 1 qui est moins sensible. Et dans l'historique de demande, on va pouvoir voir qu'on est en train de livrer les accès et que ça a été approuvé directement. C'est beau, non ? Ça n'a pas l'air de... Donc voilà, c'est la nouveauté. On nous demandait ça depuis longtemps. On peut faire maintenant des accès pour quelqu'un d'autre.
Donc voilà, le processus pour l'utilisateur, il est simple. Je veux accéder à un ensemble de ressources. Ce n'est pas une application, ça peut être des ressources de type groupe de sécurité, un rôle dans Entra, une application on-prem, une application cloud, et ça peut être évidemment des espaces Teams, SharePoint, etc. Une fois qu'on a géré en fait, les accès de cette manière-là, on va naturellement nettoyer tous les accès qui ne sont pas nécessaires. Puisque là, on a vu, quand on fait une allocation d'Access Package, il y a toujours une durée de vie qui est associée. Donc le principe, c'est de dire, si on n'a plus besoin d'avoir un accès, il est automatiquement retiré. Donc naturellement, on va nettoyer des accès qui ne seraient plus nécessaires. Parce qu'on sait que dans le temps, on a plutôt tendance à cumuler les accès et pas être très propre là-dessus. L'étape d'après, c'est de faire des campagnes de recertification. Donc là aussi, on a dans Entra ID la possibilité de créer, de customiser des campagnes de recertification. Et donc, on peut imaginer Myriam qui, tous les mois, doit faire une recertification de tous les accès de ses collaborateurs sur certaines ressources sensibles. Et donc, elle va avoir une notification par mail, elle clique dessus, elle va tomber sur le même portail qu'on a vu tout à l'heure avec une partie Access Reviews, et on va lui faire des recommandations. Ces recommandations, elles sont liées à l'activité des collaborateurs. Donc, quelqu'un qui n'aura jamais accédé à la ressource, on va avoir la recommandation de la supprimer pour lui. Et on peut avoir des recommandations basées sur le machine learning qui vont mettre en avant une affinité faible entre un utilisateur et une ressource. Par exemple, si je suis développeur et que j'ai accès à du contenu marketing, potentiellement l'affinité sera faible et du coup j'aurai un indicateur supplémentaire pour le reviewer. Une fois gouvernées les identités et les approbations sur les groupes de ressources, il reste à donner accès directement aux applicatifs à l'utilisateur. Et donc on va mettre en place GSA, c'est le nouveau module sorti en juillet, pour mettre en place des routes vers les applicatifs, qu'ils soient on-prem, qu'ils soient dans une partition cloud publique, que ce soit des services Office 365 ou des sites web, quels qu'ils soient. Hop, pardon, je vais trop vite là. Avec une première façon de le faire dans GSA, c'est-à-dire une façon qui permet de grouper la totalité des applications dans un schéma de configuration rapide, de manière à donner accès en termes de réseau à l'ensemble des ressources, sans autre préoccupation de sécurité, simplement pour donner une route réseau, au même titre qu'un client VPN le ferait sur un poste, pour donner une connectivité réseau via les segments applicatifs qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit une ressource on-prem, une ressource sur différents clouds publics. Là, en l'occurrence, on va se focuser sur les ressources on-prem pour cet exemple. On va donc rassembler la totalité de ressources auxquelles on veut donner accès dans une page de configuration Quick Access. Là, il y a plusieurs services. Il y a 2 serveurs qui ont été publiés, un serveur RDP et un serveur SSH. On les a groupés dans le même container et on a spécifié que le trafic passait par un connecteur qui est marqué en haut vers North America, qui doit être la localisation de mon data center où j'ai hébergé ces ressources. Donc ça, c'est une façon de faire très rapide. On groupe les ressources. Ça donne une connectivité réseau au même titre qu'un client VPN. Une façon de faire un peu plus détaillée, un peu plus profonde, c'est de segmenter les applications, de les déclarer spécifiquement et distinctement pour pouvoir leur appliquer des règles d'accès conditionnelles spécifiques. Donc on aura des conditions d'accès pour la première ressource qui seront distinctes des conditions d'accès nécessaires pour accéder à la deuxième, qui seront distinctes des conditions d'accès nécessaires pour accéder à la troisième ressource. Ouais, on parle de macro-segmentation. Ce n'est pas un terme inventé par Microsoft, c'est un terme du NIST. L'étape d'après, c'est de faire de la micro-segmentation, c'est d'aller contrôler le processus qui va initier la connexion. Donc ça, c'est prévu aussi à la roadmap. Par exemple, pour accéder à un serveur SSH, c'est que le process PuTTY qui peut y arriver. S'il utilise un autre client SSH, il ne pourra pas y accéder. Par exemple, ça sera de la micro-segmentation. On en est à la macro-segmentation, donc par on-point, on va pouvoir spécifier les règles d'accès à ces différents points d'accès. Je vous ferai remarquer que le client n'est pas forcément un client Windows, hein. Ça fonctionne pour Mac, pour Linux, Android, iPhone. Alors Linux, encore. Le client Linux est en cours de développement, mais oui, on supporte iOS, Android, macOS et Windows. Et à terme, le client Windows sera intégré dans la stack du système d'exploitation, donc il n'y aura plus besoin de déployer d'agents. Et donc là, on va déployer applicatif par applicatif dans des applications d'entreprise spécifiques, les endpoints pour chaque application. Donc là,
au lieu d'avoir groupé les deux ressources SSH et RDP, on n'a mis que le RDP. On l'a ciblé de toute façon sur Contosome North America. Ça, c'est lié vraiment physiquement où se trouve la ressource. Et du coup, on va avoir accès ici aux règles d'accès conditionnel propres pour accéder à ce serveur-là et pas à l'ensemble des ressources. Ce qui fait qu'on peut du coup aller segmenter et dire cette application, peut-être que ce partage de fichiers est sensible, du coup je vais aller exiger des facteurs d'authentification forts, alors qu'une ressource type imprimante, elle est moins sensible, donc je vais peut-être permettre un accès plus large. Et ça, on va pouvoir distinguer dans les règles d'accès conditionnel. Donc j'imagine que vous êtes tous familiarisés avec ça. Et donc on applique ces règles d'accès conditionnel à des choses qui sont on-prem. Avec une petite démo à venir, avec un schéma un petit peu complexe que je vais essayer de détailler, mais qu'on retrouve assez facilement. Donc à droite, un travailleur itinérant qui n'est pas sur le réseau de l'entreprise. À gauche, un environnement on-prem, pas si complexe que ça au regard des environnements qu'on trouve dans les sociétés, avec 2 forêts Active Directory trustées, un certain nombre de services mis à disposition des utilisateurs, un serveur SSH ici, un serveur web ici qui fait de l'authentification en Kerberos dans cette forêt Active Directory. Là-haut, un serveur de fichiers qui fait de l'authentification Kerberos dans sa propre forêt et un serveur web qui fait également de l'authentification dans sa propre forêt. Il y a un trust entre les forêts qui n'est pas indiqué ici. Donc dans les composants techniques mis en place pour GSA, on a ici des connecteurs qui vont être installés dans les différents data centers de la société, là où on va au plus près des ressources partagées pour avoir un chemin réseau le plus court possible. Donc là, j'ai mis 2 connecteurs, sachant que s'il y avait des routes réseau entre les 2 sites, je pourrais très bien faire en sorte d'accéder à toutes les ressources par ce connecteur. J'ai mis un connecteur ici pour me rapprocher de la ressource pour avoir un chemin le plus court. On a donc un canal HTTPS entre le connecteur et Entra, entre les connecteurs et Entra, et on a le client GSA qui se trouve sur le PC, qui fait également la même chose, qui crée un tunnel vers Entra. Et donc là, on comprend bien qu'on peut maintenant mettre en relation l'un et l'autre, l'un avec les connecteurs, pour créer des routes vers les différents services. Et donc là, si on s'arrêtait là, si on avait mis toutes les ressources dans la rubrique Quick Access que j'ai présentée, tout le monde a accès directement à toutes les ressources. Enfin, tout le monde. Toutes les personnes qui bénéficient de GSA auraient accès directement à toutes les ressources. Or, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir gérer le niveau de sécurité de chacune des applications. Et donc, on va pouvoir rajouter les règles d'accès conditionnel par-dessus, on top, et dire, j'ai des conditions d'accès qui sont respectées pour ces serveurs ici, pour le serveur en haut, mais j'ai une condition d'accès qui me bloque l'accès au web server. Okay, donc, c'est la puissance de GSA, le fait de pouvoir donner une route réseau vers les ressources, mais également contrôler la qualité de connexion pour chacune des ressources et adapter la réponse. J'autorise, je mets du MFA en plus, j'interdis, je l'envoie changer son mot de passe parce que j'ai un risque signing qui me dit qu'il faut changer son mot de passe. Enfin, on a toute la stack Identity Protection qui rentre en ligne de compte dans ce process. Donc pour la démo, on va accéder à 4 ressources. Un serveur SSH, un serveur web qui est dans une forêt trustée, qui fait de l'authentification Windows intégrée, mais pour lequel on a donné une permission à l'utilisateur, non pas sur son propre compte, mais sur un compte qui avait été migré via le process SID History. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent encore ça, mais c'était pour montrer qu'il y a quand même une continuité. Je vais pouvoir accéder à un file share sans m'authentifier. Je vais pouvoir accéder à un site web qui me sera refusé parce que la règle d'accès conditionnel va me bloquer. Je suis sur un poste qui n'est pas domain join. Je suis à l'extérieur du réseau. Je fais de l'authentification intégrée. C'est quand même assez étrange. C'est parti. Donc là, l'utilisateur va ouvrir sa session sur son client avec son code PIN. Il est donc en Windows Hello for Business. Il a le client GSA, normalement, d'installer et d'actif sur son poste. Je n'ai pas menti sur le statut du poste. Il est bien Azure AD Join, il n'est pas Domain Join, il est en workgroup. OK ? Au niveau Windows, il est en workgroup, il est juste joint à Entra. J'ai utilisé les Next Credentials, Next Generation Credentials, donc c'est Windows Hello for Business. J'ai un PRT pour accéder aux ressources Azure.
J'ai un TGT pour accéder aux ressources on-prem. Je suis un poste hors domaine, j'ai un TGT. Et j'ai un TGT pour accéder aux ressources Kerberos qui seraient dans Azure. Je n'ai pas de connectivité réseau vers les ressources que je vais essayer d'accéder, auxquelles je vais essayer d'accéder. Je ne peux pas pinguer le serveur SSH, avec son IP réel en tout cas. Je ne peux pas me pinguer le serveur de fichiers qui se trouve dans la forêt dans laquelle réside mon compte Active Directory, et je remarque que son adresse IP n'est pas l'adresse IP réelle. C'est une adresse IP qui a été translatée pour bénéficier d'un routage via le tunnel HTTPS. Donc ça a été intercepté au niveau DNS pour rerouter le nom vers l'adresse 660.232. Ça sera de la même manière pour toutes les ressources que j'aurais déclarées avec leur FQDN. Si j'avais déclaré les ressources qu'avec des IP, je pourrais faire une route directement par rapport à l'IP. Mais le nom, au moment de la conf, je ne connais pas son IP. Donc on va changer l'adresse IP pour faire en sorte que tous les flux rentrent dans le tunnel SSL. C'est le dernier. Voilà ce qu'il fallait montrer. On est dans un poste en workgroup entre adjoin. On n'a pas l'accès au réseau vers les ressources on-prem. Mais pour autant, si je prends mon client SSH traditionnel, j'accède au serveur en SSH qui a été publié via ce modèle-là. Je ne suis pas du tout on-prem. Hein. Il y a un client SSH dans Windows aussi. Hein. Il n'y a plus besoin Ouais, tu m'as dit. C'est un réflexe. L'accès au serveur web, qui est donc, je vous rappelle, dans une forêt trustée, sur lequel j'ai une ACL au travers de SID History, juste pour rendre la chose un petit peu réelle par rapport à ce que vous trouverez dans vos environnements convécus. Je suis connecté sur le site, je n'ai pas eu à m'authentifier, et j'ai bien trouvé mon compte tel qu'il est déclaré dans l'Active Directory. C'est bien mon nom de domaine, netbios, anti/, mon sum account name qu'on voit apparaître ici. Évidemment, si ça marche pour un site web, ça serait quand même pas mal que ça marche pour les serveurs de fichiers. C'est quel cas SMB, CIFS. Ça serait du serveur FTP, ça serait pareil. Hein. Évidemment, je suis authentifié, donc j'ai le droit d'accès au répertoire en fonction de mon compte et de mes permissions. Si je vais sur des partages auxquels je n'ai pas accès, évidemment, je serai rejeté. Et enfin, je vais tester l'accès au serveur web, qui m'est publié par GSA, mais pour lequel une règle d'accès conditionnelle m'empêche de me connecter. Par exemple, parce que je ne suis pas sur le bon réseau. C'était possible d'accéder à cette ressource si j'étais sur une agence de la société, mais pas si j'étais chez moi, par exemple. Donc là, pour le navigateur, lui, il essaye toujours d'accéder à une URL. Il n'a pas de mécanisme spécifique, mais le client GSA, qui vérifie les règles d'accès et la conformité par rapport aux règles d'accès, nous montre ici qu'il y a une interaction nécessaire. Dans cette fenêtre, j'aurais très bien pu demander du MFA. Mais là, je suis connecté en Windows Hello for Business. Donc je suis déjà en authentification forte. Donc là, j'ai tout simplement mis un bloc. Donc j'ai accès au réseau, je suis bien connecté, mais je n'ai pas accès à cette fonctionnalité, accès à cette ressource, parce que les règles d'accès conditionnel m'en empêchent. Je l'aurais fait sur le port 22, j'aurais lancé petit, je serais allé sur le SSH, j'aurais eu la même chose. J'aurais pu mettre du MFA sur un accès en SSH, puisque c'est le client GSA qui va vérifier que l'accès réseau est conforme à ce qui est souhaité. Ou au partage de fichiers, pareil. Partage de fichiers. Comment ça se passe? Le client GSA, il a un certain nombre de règles. Donc vous voyez, la puissance de GSA ici est plus bas, mais là je vais me concentrer sur le private, où on voit les ressources qui sont partagées pour l'utilisateur, notamment les serveurs en 443, les serveurs en 389 qui se trouvent être le port DC Locator pour trouver son domaine contrôleur pour s'authentifier, le port 88 pour pouvoir récupérer son TGS en Kerberos, d'accord ?
Et je l'ai fait pour mon domaine principal, mais aussi pour le domaine trusté, puisque je dois pouvoir accéder à une ressource sur un domaine trusté. Et enfin, la publication du serveur SSH en direct via son IP strict. Ça vous paraît clair? En gros, le client fait le rôle de capture de trafic. Donc, il va capturer le trafic qu'on a défini dans les profils. Et tout le reste, il n'y touche pas. Et on va pouvoir rediriger ce trafic vers le réseau Microsoft et le faire redescendre vers la ressource. Donc il y a un côté un peu magique pour l'utilisateur parce qu'il n'a pas de questions à se poser. Il n'a pas à monter le VPN, à le remonter parce qu'il est parti manger et que la session est tombée. Là, tout est transparent. C'est une offre de ZTNA. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas dit aussi, c'est que les applications qu'on va déclarer, c'est des applications qui vont être dans la liste de vos applications Entra-ID. Donc on va retrouver des applications SaaS, des applications qui utilisent les protocoles modernes, comme des applications publiées avec Private Access. Ça permet d'avoir cette gestion, vous allez pouvoir déléguer la gestion des applications à des application owners, tout ça dans le portail Entra. L'étape d'après, c'est, je vais reprendre ça. L'étape d'après, c'est, on va s'appuyer sur le même client, mais maintenant pour contrôler l'accès à une ressource publique. On a vu qu'on pouvait capturer le trafic pour l'accès à une ressource privée. On fait la même chose pour une ressource publique. Donc là, on a un collaborateur qui va avoir sur son ou ses endpoints le client GSA déployé. On n'a pas besoin de connecteur parce que c'est de la ressource publique, mais on a défini une règle dans Entra ID. Et donc lui, il va pouvoir avoir, grâce à son profil GSA, l'accès aux ressources qu'on aura déterminées. Donc premier exemple, une personne du marketing. Dans le cadre de ses fonctions, il a sans doute besoin d'avoir accès à des applications SaaS de collaboration. Il n'a certainement pas besoin d'avoir accès à des applications SaaS, des applications de type cloud infrastructure, donc AWS, Azure, GCP. Donc on lui bloque cet accès-là, au sens URL. Donc toutes les URL d'accès à ces services-là, il ne pourra pas y accéder. En termes de site web, dans le cadre de ses fonctions, il a besoin de lire et de produire du contenu sur des réseaux sociaux. On lui donne cet accès-là. Par contre, les outils de développeurs, il n'y a pas accès. Premier cas de figure assez évident. Deuxième cas de figure, un utilisateur de type SecOps, lui, il a besoin d'avoir des accès un petit peu différents. Donc on va en fait organiser les ressources auxquelles lui aura accès. Donc, dans le cadre de ses fonctions, il n'a pas de raison d'accéder aux réseaux sociaux. Quoique pour un SecOps, ça peut être sympa dans la recherche, il y a beaucoup de données sur Twitter notamment, mais on va lui autoriser l'accès à des outils de développement et au cloud infrastructure. Donc on va définir des profils qu'on peut assigner à des collaborateurs. Donc on peut faire ça, on peut faire en fait autoriser ou pas des catégories de sites web, des URL, et demain on pourra même aller inspecter du contenu vers ces destinations. On a aussi une autre possibilité, c'est la partie tenant restriction. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de tenant restriction? Tu vois, ça parle à personne. Alors, tenant restriction, c'est, si je me rappelle bien, je crois que c'est la Société Générale qui nous avait demandé ça, et quelques autres gros clients, Barclays aussi. Le principe, c'est de dire, sur un poste d'entreprise, quand j'accède aux ressources du monde Microsoft, c'est des ressources multi-tenant. Donc j'accède à Outlook, c'est la même URL, que vous soyez, je voyais des gens d'EDF, que vous soyez Métis, Avanade ou que sais-je, ou Saint-Gobain, vous accédez à la même URL. Que ce soit des partenaires aussi propres à l'IT, on a tous un tenant, ouais. Nous, propre à notre société. Moi, j'ai un compte chez Microsoft. Si j'arrive chez vous et que sur un de vos postes, j'ouvre le client OneDrive de mon compte Microsoft et que j'y glisse des documents de chez vous, il n'y a rien qui vous empêche de le faire puisque c'est les mêmes URL pour OneDrive pour mon tenant que pour le vôtre. On est d'accord avec ça? Donc vous ne pouvez pas filtrer ça par le proxy. Vous ne pouvez pas filtrer que ça au sens réseau en regardant ce qui passe puisque c'est les mêmes destinations réseau. D'accord ? Pour répondre à cette problématique-là, on a sorti il y a déjà quelques temps, ça fait au moins 5 ou 6 ans, quelque chose qui s'appelait Tenant Restriction. Le principe, c'est de dire, sur le proxy d'entreprise, on injecte un header HTTP dans lequel on met les identifiants des tenants qui sont autorisés. Donc je sors du réseau de la Société Générale, pour reprendre l'exemple, je n'ai accès qu'aux tenants de la Société Générale ou aux tenants des partenaires qui ont été autorisés par la Société Générale. Je vais accéder à mon tenant perso ou à celui d'EDF ou à celui de Avanade. Je n'aurai pas d'accès, je serai bloqué. D'accord ? Alors ça, c'est intéressant, ça répond aux besoins. Sauf qu'en termes d'implémentation, ça suppose deux choses.
qu'on ait cette configuration et qu'on aille autoriser au niveau du proxy par l'injection de ce header sur tous les flux. Tous les tenantes autorisées, parce qu'on accède à notre tenante, mais on accède peut-être à la filiale, on accède peut-être à cette société qui, elle, est autorisée à venir se connecter sur nos postes, mais pas à celle-ci et celle-ci. Donc il va falloir lister tous les tenantes autorisées. Le header, il n'est pas d'une taille infinie, donc on ne peut pas non plus en coller des tonnes. D'accord, donc c'est faisable, mais ça suppose d'avoir cette configuration qui est faite, le proxy pour pouvoir injecter ça, et puis aussi que tous les devices passent par le proxy. Donc qu'est-ce qui se passe sur les devices mobiles, qu'est-ce qui se passe sur... Donc ça soulève aussi des questions en termes de couverture et de scope. Donc on a voulu aussi adresser ça, parce que maintenant qu'on a un client GSA sur les endpoints qui va pouvoir faire des choses par rapport à ça, eh ben, on a potentiellement une solution. Donc là, je suis connecté sur un poste avec le compte de Myriam, qu'on a vu tout à l'heure. C'est Myriam, la manager, qui faisait une demande pour son collaborateur. Donc Myriam, elle se connecte à office.com. Donc en gros, c'est la porte d'entrée sur nos services de collaboration. Elle y accède en SSO parce que son device est joint à Azure AD et tout ça. Donc elle a accès à tous ces outils de productivité. Donc elle peut télécharger du contenu. D'accord ? Elle peut aller récupérer de la donnée là-dedans, etc. Et puis imaginons qu'elle se soit un peu fâchée avec son employeur et qu'elle soit en bisbille. Elle va utiliser un autre navigateur. Ça a son importance, l'autre navigateur. Et puis là, elle va se connecter, non pas sur son compte d'entreprise, à la même URL, donc office.com. Quand on parle de multi-tenant, vous allez voir que ce n'est pas que le monde entreprise. Et là, elle va se connecter avec mon compte perso. Donc, faut pas, je vais partager ça, c'est pas bien, mais avec mon compte perso, Office. Donc le compte avec lequel j'installe Office sur les PC de la maison. Et là, elle va avoir un message d'erreur qui lui dit en fait que l'authentification vers ce tenant est restreint par une politique d'entreprise. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de proxy dans la balance. On a fait ça par l'utilisation du client GSA. Donc ne pourront se connecter sur vos devices que des comptes vers Office 365 qui correspondent à votre tenante et pas à d'autres tenantes. Et donc la fuite de données est grandement limitée pour les acteurs qui sont dans la société, sur votre réseau, et qui profitent d'une session ouverte pour aller coller sur leur OneDrive et de faire un copie des fichiers. Là, c'est plus possible, qu'on soit chez soi ou en interne de l'entreprise. Et ce qu'on a pu voir là, comme ce qu'on a pu voir avant sur les accès, alors le scénario de Jérôme était un peu plus complexe, mais en termes de mise en œuvre, c'est déployer un agent sur les endpoints, donc Windows dans ce cas-là, mais ça marche aussi avec les endpoints mobiles, déployer un agent sur les endpoints, déployer un connecteur pour l'accès aux ressources privées, définir des politiques, et c'est tout. Donc en général, en termes de POC chez nos clients, en 2 jours, on arrive à avoir des scénarios intéressants qui sont opérationnels. Donc la complexité de mise en œuvre, sur Tenant Restriction, c'est un autre bon exemple. Souvent, c'est des semaines de boulot pour faire valider que sur le proxy, il faut injecter un header, quand on est en capacité de le faire. Là, c'est des choses qui sont opérationnelles en quelques heures. Et puis sur le proxy, il va s'appliquer à tout le trafic proxy. Si on veut commencer à mettre le header que pour tel groupe d'utilisateurs et tel autre groupe d'utilisateurs, ça veut dire authentifier les utilisateurs sur le proxy. Pour ces flux Office 365, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va conseiller. Là, on va pouvoir le déployer dans GSA par groupe d'utilisateurs. Donc dire tenant restriction avec la liste comme ça, c'est pour telle partie d'utilisateurs, et les autres, ils pourront se connecter à n'importe quelle tenante, par exemple. Oui, si vous avez des collaborateurs qui ont un compte et un poste de votre entreprise, mais qui sont des consultants d'une société qui doivent se connecter à leurs outils de collaboration de société, vous pouvez dire ces utilisateurs-là, ils peuvent aller vers tel tenant. Donc ça vous permet d'être plus granulaire et de façon évidemment bien plus flexible. Donc voilà, facilité de mise en œuvre, c'est quand même un point super important. Un autre point qu'on n'a pas mis en avant, mais que vous connaissez sans doute, c'est la partie Identity Protection. Dans tous les scénarios qu'on a vus là, que ce soit des scénarios pour accéder à des ressources publiques, des ressources privées, des applications SaaS, on va passer sous les fourches codines de l'accès conditionnel et on peut prendre en compte des critères de risque. Donc on peut évaluer des risques liés à une session, évaluer les risques liés à un utilisateur et agir en conséquence. Donc si je me connecte depuis mon device corporate pour accéder à une ressource, très bien, j'ai un accès, je ne suis pas prompté pour du MFA. Si tout à l'heure dans le train, je me connecte en passant par un réseau Tor, ça va déclencher un risque médium et l'expérience utilisateur elle peut potentiellement être différente. Donc tous ces principes-là qui existent depuis 4-5 ans maintenant, ils s'appliquent de la même façon sur des ressources
publiques ou des ressources privées. Donc là aussi, ça étend le champ des possibles. C'est des choses qu'on ne peut pas faire avec Active Directory, par exemple. On ne pourra jamais faire ça avec le système de la mécanique d'authentification Active Directory. Donc là, on peut ramener un critère supplémentaire sur ces environnements. Donc on a vu, enfin, l'idée là, c'était pas de revenir sur un listing des produits et leurs fonctionnalités, c'était d'essayer d'articuler ça autour de quelques cas d'usage qui nous semblaient être illustratifs de l'intérêt de cette suite. Donc évidemment, cette suite, elle est disponible en version d'éval. Si vous allez sur vos tenants, il y a une version d'évaluation Entra Suite. Il y a pas mal de composants dedans, on l'a vu, hein, entre Verified ID, ID gouvernance et les accès réseau. Il y a plein de choses à tester. Donc la version d'évaluation, elle fait 90 jours par défaut. Après, vous pouvez voir avec votre équipe de compte si vous avez besoin de jouer sur le scope et la durée, mais 90 jours, ça laisse déjà, ça permet de mettre en œuvre des scénarios quand même assez intéressants. Un ensemble de ressources aussi, mais ça, je pense que vous savez où les trouver. Donc c'est, encore une fois, Entra Suite, ça vient de sortir, c'est relativement nouveau. Les composants qui sont dans Entra Suite ne sont pas tous aussi nouveaux. L'accès privé qu'on a vu, ça s'appuie sur un composant qui est là depuis 6 ans, qui s'appelait Application Proxy avant. Je ne sais pas si c'est Application Proxy pour des applications TCP/UDP. Donc c'est le back-end, il existe depuis déjà très longtemps, et on sait qu'il s'est scalé puisqu'il a été utilisé à très grande échelle pendant le Covid, et on sait que ça marche. La partie accès Internet, on s'appuie sur nos tuyaux, donc on a aussi beaucoup plus de confiance là-dedans puisqu'on a sans doute la meilleure bande passante et les meilleures latences qu'on peut proposer sur le marché. Et puis la partie gouvernance aussi, on a dit qu'elle est sortie il y a un peu plus d'1 an, mais en fait les premières fonctionnalités de gouvernance étaient Entitlement Management, les revues d'accès, qui elles aussi sont là depuis longtemps. Donc il y a plein de composants en fait qui ne sont pas si nouveaux que ça. Ce qui est nouveau, c'est la suite et le mode de packaging mis à votre disposition. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que c'était bien Si vous avez des feedbacks et des idées de choses qu'on pourrait présenter différemment, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Mais merci à vous pour votre participation. Et si vous avez des questions, on est au stand tout au fond à gauche et on sera ravis de répondre à vos questions. Merci.